Voilà. Cet engrenage dans lequel on est, justement, à quoi peut-il nous mener, Mathieu Karman, cette dite escalade, est-ce qu'elle peut nous mener à une guerre plus large, par exemple, une guerre qui nous engagerait avec la Russie? Eh bien justement, vous en parlez, pour beaucoup, il faut éviter à tout prix cette co-belligérance. C'est ce que dit notamment Pierre Lelouch, ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes de Nicolas Sarkozy. Il s'est exprimé dans une tribune diffusée par nos confrères du Monde et il dit « Les alliés derrière les États-Unis semblent prêts à prendre le risque de glisser irrémédiablement vers la co-belligérance et une confrontation de plus en plus directe avec les forces russes, ouvrant la voie à d'éventuels dérapages. » D'autres vont encore plus loin, comme Arnaud Klarsfeld, qui a lancé une pétition pour dire non à la Troisième Guerre mondiale pour le Donbass. Je vous propose de l'écouter. Tout à fait aussi possible qu'il y ait une guerre nucléaire. Et ça, les peuples européens ne le veulent pas, et ne le veulent pas pour un conflit qui est quand même mineur, c'est-à-dire mineur dans le sens où territorial, ils se battent pour un territoire. Bon, ils se partagent le territoire, ou que l'Europe fasse des propositions, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Poutine, il a 6000 têtes nucléaires. Alors pour certains, il n'y a pas de doute, l'Occident est bel et bien en guerre avec la Russie, contre la Russie. La France est l'ennemi de la Russie. Je vous propose d'écouter Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma. Il était hier soir en exclusivité sur LCI. La France, encore une fois, va traverser une ligne rouge que les politiciens français, notamment le président Macron, a souligné qu'il ne veut pas participer dans cette guerre. Alors, vous allez participer dans cette guerre. Pour nous, bien sûr que ça change. Bien sûr que vous êtes des ennemis. Alors, un mot peut-être, Mathieu Karman, sur la co-belligérance, dont on a beaucoup parlé depuis le début de la guerre, mais vraiment sans savoir à quoi on avait vraiment affaire. Ça veut dire quoi? En gros, est-ce qu'aujourd'hui, on est ou pas en co-belligérance selon le droit, finalement, international, le droit de la guerre? Eh bien, écoutez, on vient de l'entendre avec ces mots de Piotr Tolstoï. Selon lui, nous sommes en guerre contre la Russie, mais selon le droit international, notamment de la Convention de Genève, la livraison de matériel militaire à un pays en guerre ne constitue pas un acte de co-belligérance. Financer, équiper, renseigner ou entraîner d'autres forces armées que les siennes n'est pas de nature à permettre de considérer qu'un État puisse recevoir la qualification de partie à un conflit armé international et donc de co-belligérant au sens du droit de conflit armé. Alors, pour être très clair et très simple, pour être co-belligérant, il faudrait que la France ou l'OTAN envoient directement des hommes sur le sol ukrainien. Merci beaucoup, Mathieu Karman, pour toutes ces précisions. C'est important parfois aussi de se remettre des mots simples en tête, des mots qu'on utilise finalement pas tous les jours, mais beaucoup en tout cas sur ce plateau. Ça veut dire, excusez-moi, que parler de co-belligérance, c'est prendre le vocabulaire de Poutine. C'est vraiment ça le problème, parce que nous ne sommes pas en co-belligérance, comme il vient d'être rappelé. Donc, parler de co-belligérance, excusez-moi, c'est vraiment adopter le point de vue russe. C'est pour ça que c'est quand même assez spécifique comme terme. Anne Kratz. D'abord, sur la prestation de M. Tolstoï, s'il est vraiment un descendant de l'illustre écrivain, celui-ci doit se retourner dans sa tombe. Bon, mais ça, c'est une petite remarque. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand on parle de co-belligérance, d'escalade, etc., il faut toujours penser quand même à l'Amérique, aux Américains, et quelle sera leur position. Alors, la position américaine, elle est aussi extrêmement dépendante de la politique intérieure américaine. Je vous donne un exemple, la fabrication des chars qui doivent être éventuellement envoyés à l'Ukraine, qui seront des chars fabriqués par opposition aux chars qui existent déjà. Je vous rappelle que l'Amérique possède déjà environ entre 8 000 et 9 000 chars Abrams, dont la plupart sont garés dans des bases dans les déserts du Nevada et de la Californie, parce qu'il se trouve que l'armée américaine, et notamment les Marines, le corps des marines, n'en veulent pas. Je continue sur cela parce que c'est important de voir la progression. Les deux généraux américains ont témoigné auprès du Congrès en 2015 et en 2018 en disant « les chars Abrams, on n'en veut plus, on ne sait pas quoi en faire, c'est plus ce qu'il nous faut ». Le Congrès américain est passé outre et ils ont recommandé aux fabricants de chars pour environ 700 millions de dollars de chars Abrams. Pour une raison très simple, c'est parce que ça se fabrique dans une petite ville qui s'appelle Lima, dans l'État de l'Ohio. Et l'État de l'Ohio est un État crucial pour les démocrates, comme pour les républicains d'ailleurs. Et il se trouve qu'à ce moment-là, déjà, le sénateur démocrate de l'Ohio a été réélu, mais dans un État qui avait voté pour Trump en 2016.
en 2016 et en 2020. Donc, vous voyez, le rapport tout de suite, c'est qu'on commande des chars à la firme qui les fabrique dans cet État, parce qu'il se trouve que le sénateur démocrate de l'Ohio, qui s'appelle tout d'un coup j'oublie son nom, Sherrod Brown, son siège est en jeu en 2024. Donc, autrement dit, si on fait des commandes de chars dans cet État et dans cette ville en particulier, ça sera très bon pour les démocrates. Donc, on peut dire que les démocrates vont livrer autant d'armes que possible jusqu'à la fin 2024. Après ça, tout va changer. Je vous donne ces précisions pour vous faire comprendre, pour qu'on comprenne bien jusqu'à quel point la situation intérieure américaine est un facteur important dans l'escalade ou la non-escalade de la guerre en Ukraine de la part des Américains.